Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur des livres et des lettres. Aujourd'hui, nous allons parcourir les pages d'un essai. Le titre, c'est 10 janvier et après. En fait, c'est une collection d'articles et de réflexions autour donc de la date du 10 janvier qui est réservée justement à la célébration au Bénin des cultes endogènes. C'est sous la supervision du docteur Korovi Raymond Asogba, qui est sociologue. Il y a réuni beaucoup de tests et de réflexions, comme je le disais. Il est sous-titré « Le vaudou dans un monde en mutation ». Alors, sur ce plateau aujourd'hui, un auteur qui a contribué justement à cette réalisation. Il s'appelle Samuel Bonaventure Agbon. Monsieur Agbon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur mon plateau. Merci, comment ça se fait Je vous connais journaliste. Comment ça se fait que vous vous retrouviez parmi les sociologues à parler de culture endogène ou de culte endogène, surtout de 10 janvier, vous surtout, j'insiste là-dessus, qui êtes fils de pasteur. Comment ça s'explique? Alors, merci beaucoup d'abord pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir sur votre plateau pour parler, c'est la seconde fois de cet essai-là. Alors, pour vous répondre, je dois dire que l'ouvrage collectif 10 janvier après, le vaudou dans un monde en mutation, est le fruit de l'humilité du docteur Asogba. Vous savez qu'un maître de conférence, ça ne court pas les rues. Ces personnalités-là qui descendent dans le peuple, qui n'est pas homogène et qui écoutent tout le monde. Il y en a qui s'enferment dans leur univers, dans leur connaissance, dans leur science. Mais à l'opposé, vous avez un docteur Asogba qui est très humble, qui s'amuse avec les petits, les jeunes que nous sommes. Et donc, c'est un jour, il était de passage chez moi à la maison, à Wamé. Et nous étions comme d'habitude en train de discuter quand nous-mêmes, nous ne savons pas jusqu'à ce jour quel vent nous a transportés sur le champ des roros. Et c'est de là que je me suis emporté quand il me parlait de ses vécus. Et moi-même, je m'étais mis à lui raconter ce que vous aviez vécu ce que j'avais vécu justement, aussi. Il s'agit. Et c'est là qu'il était séduit. Il a dit, ah bon, que c'est la première fois qu'il écoute un vécu du genre. Et c'est là qu'il m'avait encouragé à commettre un ouvrage dans lequel je vais raconter ce vécu-là. Et puisque moi, je n'avais pas un tel projet en tête, j'ai dit, d'accord, j'ai compris, professeur. Mais il avait ces conférences à panel le 10 janvier après. Il y a l'édition, la dernière édition qui approchait. Donc, il m'a appelé pour dire, c'est même vrai, il faut que tu viennes parler au public de ton vécu là avec les roros. Et c'est cette demande qui m'a obligé maintenant à sacrifier des nuits pour raconter ce vécu-là. Alors, que s'est-il passé dans le fond? C'est une affaire des roros. Les roros, c'est les jumeaux. Vous aviez été longtemps malade, puis après vous avez découvert à la fin qu'à l'origine de cette maladie qui est intraitable, il y avait cette affaire de roros. De quoi ça retourne concrètement en fait? Effectivement, mon expérience avec les roros a commencé par une situation de maladie. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait comprendre que souvent, les maux dont nous souffrons dans la chair ne sont pas tous des maux. Parfois, ce sont des signes que l'invisible nous fait. Ce sont des signes que Dieu nous fait pour nous alerter sur des situations données, pour nous faire comprendre, pour nous faire prendre conscience de certaines réalités, de certaines fautes ou actes. Alors donc je venais de soutenir la licence professionnelle en sciences de l'information et de la communication. Et puis quelques semaines après, je tombe malade. Moi, mon papa est aussi un pasteur, il est aussi infirmier. Okay. Donc je suis habitué
à la médecine industrielle occidentale. Alors, je vais en consultation, on me prescrit des médicaments, on parle de palu, on parle de ceci, tout, j'achète, je prends, j'ingurgite, mais je n'ai pas satisfaction. Sur combien de temps? J'ai traîné cette histoire-là pendant au moins deux mois. 2 mois? Oui. Pour traiter un palu, on y va. Si bien que je maigrissais dangereusement. Mais les amis qui me connaissaient ne cessaient de me demander, mais Bonaventure, tu as quel souci? Pourquoi tu maigris comme ça? Tu as bouclé le cycle de la licence, c'est l'heure de te détendre, pourquoi tu maigris? Moi-même, je ne savais quoi leur répondre. Alors, un jour, je me suis dit, bon, si c'est que je dois mourir, il faut que ce soit proche de mon village. Alors, je fus Calavi, à Bomé-Calavi. Je vais me réfugier chez un ami qui est devenu plus qu'un frère. Je vais me réfugier chez lui à Sehoué. Parce que moi, je suis de la commune de Zogodomé, précisément de Demain. Les deux villages là ne sont pas éloignés, sont côte à côte. Donc, je vais chez lui. Et puis, sans rien me dire, il sort le lendemain, il prend sa moto, il sort. Et quelques instants après, il revient, il me dit, suis-moi. Puisque la cohabitation a fait que, entre lui et moi, il y avait une certaine confiance, fraternité. Donc, je ne m'étais plus posé de questions. Je l'ai suivi sur le champ. Et c'est la première fois que je mettais pied dans un milieu vaudou. Parce que vous imaginez, le monde dans lequel j'ai grandi, c'est un monde qui ne parle pas en bien du vaudou. Mais voilà qu'un ami m'amène là. Né à nez, je me retrouve devant un Bokono, c'est un consultant. Voilà, un Bokono. Et l'ami me dit, parce qu'il a compris mon étonnement, parce que nous sommes amis, mais il a toujours respecté mon obédience chrétienne. Et m'a mené dans ce milieu-là. Il a compris que ça doit créer en moi un choc. Alors il se met à m'expliquer, me dit, vraiment, c'est face à la situation ambiguë que tu traverses là que je me suis résolu à aller voir ce qui se passait. Et c'est là que j'apprends que tu aurais avorté une grossesse gémellaire. J'ai tiqué. J'ai dit, ah, je me suis dit intérieurement, on m'a toujours dit que ces gens-là en griffe, les consultants, les Bokonos, ce sont des aonons, ce sont des escrocs, des menteurs. Que, ah, voilà la démonstration, la confirmation que je suis sur le point de réaliser. Et donc, je me dis ça intérieurement. Et le Bokono, il nous épiait en griffe. Il a senti que mon visage avait changé. Et il s'approche. Il dit, mon frère, puisque tu es ami à l'autre, avec qui lui il est ami, nous sommes déjà frères. Il me dit, mon frère, au fait, quand on parle d'avortement, il faut qu'on explique que l'avortement peut être passif comme il peut être actif. Passif, c'est que une jeune fille tombe enceinte de toi, sans rien te dire, elle avorte. C'est quand même ton énergie, c'est ton moi que tu as transmis. Donc, le sort, le mauvais sort qui a été réservé à ce moi-là, s'il veut demander des comptes, il t'en demandera aussi. Voilà, il t'en demandera aussi. Que même si tu n'as pas participé de façon active à ce qui lui a coûté, lui a ôté la vie. Alors, il dit aussi que l'avortement peut être actif si c'est que, bon, la jeune fille vient te voir et tu dis, ah, moi, je n'ai pas les moyens, mon papa va se fâcher, ma maman, je ne peux pas supporter, je suis encore jeune, je suis encore écolier, je suis encore ci et ça. Faisons l'option d'avortement. Voilà, et tu lui remets en main propre les abortifs. Et quand il dit ça, son raisonnement, je le trouvais tellement logique et bien élaboré que j'ai pris une bonne respiration. Oui, mais vous aviez eu une copine alors? Elle était tombée enceinte? Elle était tombée enceinte? Oui. Vous l'aviez appris? Non. Je vais vous dire ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était un jour, nous avons fait la même école. Un jour, je dis, bon, j'irai saluer mes parents. Mon papa était en service à Gbedi, après Misirete, après Porto-Novo. J'étais allé chez eux il y a longtemps parce que l'école était à Savalou avant d'être ramenée à Calavi. Donc j'ai dit, bon, après tout ce sont mes parents, il faut que de temps en temps, j'aille leur rendre visite pour prendre de leurs nouvelles. Et j'étais là-bas quand
un bon matin, elle m'appelle. Le lendemain, quand j'ai quitté, elle m'appelle pour dire, Bona, sais-tu où je suis actuellement? J'ai dit, mais je ne suis pas sorcier pour savoir. Et elle me dit, elle me dit exactement ceci. Hein. Je suis dans un bar, j'ai devant moi une bouteille de dans laquelle j'ai fait dissoudre 3 ou 4 comprimés. C'était la première fois, moi j'entendais ça, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc je lui pose une question, je lui dis, mais ça veut dire quoi? Elle me dit que, bon, au fait, elle a fait un test et elle a trouvé 2 traits. Elle dit, 2 traits, c'est quoi? C'est quoi, vous étiez si naïf et innocent que bon, ça? Pas naïf, mais je dois avouer qu'en matière à l'époque, pour nous, c'était un tabou. On ne nous avait pas parlé de ces choses, donc c'était un domaine où donc en réalité, vous avez pas informé du fait qu'elle faisait ça. Vous donc, n'aviez pas pris ça au sérieux. Quand elle m'a dit ça, moi j'ai dit, mais est-ce que tu es sérieuse? J'ai quitté seulement hier, on s'est vu. Tu ne m'as rien dit. Et tu m'appelles pour me dire que tu as déjà un mélange devant toi. Donc tu as pris, voilà, ta décision c'est d'avorter. Alors moi j'étais un peu énervé, je lui ai dit alors continue le chemin que tu as emprunté. Moi je lui ai dit ça. Vous avez rompu alors? Sous l'effet de la... Non, on n'a pas rompu. Ah, vous avez continué? C'était au téléphone. Ok. Donc quand moi je lui ai dit ça sous l'effet de la colère, continue le chemin, sur le chemin que tu as emprunté, je lui dis ça. Bon après la colère, vous savez que la colère est passagère. J'ai quitté Guédi, je suis revenu à Calavi. Alors on se voit, je dis bon, ce que tu me disais au téléphone là, est-ce que c'est sérieux? Si c'est vrai, il faut me dire, oui, on va voir comment on va faire. Et c'est là, elle sourit, elle dit non, que c'était juste pour m'éprouver. Que nous les jeunes d'aujourd'hui, on ne sait plus si nous aimons sincèrement ou pas. Donc de temps en temps, il faudrait qu'on nous mette devant des situations pour prouver notre degré d'amour. Donc c'est maintenant que tout cela vous arrive à la mémoire quand quand le Bokono vous fait les descriptifs. Voilà, c'est là que cela m'arrive, me remonte à la mémoire. Et je dis à mon ami, parce que lui-même il était informé de cette situation, je lui dis, est-ce que c'est de ça que parle ton Bokono? Parce qu'après la fille nous a dit que c'était faux, elle a juré qu'elle n'était jamais tombée enceinte et que c'était juste dans l'intention de prouver mon amour. Okay. Elle a juré. J'ai dit, ok. Donc moi, je rappelle ça à mon ami, ce qui ne lui était pas étranger, et il soumet ça au Bokono qui prend son acte. Qui consulte. Pour vérifier. Et la réponse est positive et affirmative. C'est que non, c'était que dans un premier temps, effectivement, elle était enceinte, et qu'après, elle nous a embrouillé, elle nous a menti, et qu'elle avait avorté. Et donc, sur le champ, bon, il avait prescrit des choses à faire, il faut réincarner les jumelles, que c'est comme ça se fait. Ah, c'était des filles? Oui, c'était il a même précisé le sexe, que c'était 2 filles. Moi, j'ai dit, mais non, ça, ce n'est pas possible. Lui-même, il sait qu'il connaît ma famille, donc il sait que je ne pouvais pas. Donc, lui-même, il a compris, donc il a dit au Bokono que non, le reste, que lui va s'en charger. Et sur les lieux, moi j'ai dit, si c'est vrai cette histoire-là et que ce n'est pas du mensonge, un gros montage, alors il faut que ces filles-là sachent que je ne suis plus avec celle-là. Parce qu'environ juste quelques mois après, quand elle m'a menti, quand elle a fait tout ce montage, après elle est partie. Après, elle est partie d'elle-même. C'était juste un soir, elle m'a écrit que bon, elle va prendre une pause et moi je n'ai pas cherché à la retenir. Donc elle est partie. Donc je dis que les jumelles là n'ont qu'à savoir que je ne suis plus avec elle, que je suis maintenant avec une autre et que si elles sont vraiment mes enfants, elles n'ont qu'à rejoindre celle-là. J'ai dit le nom de la fille et je suis rentré. Je vous jure que j'ai eu la guérison comme ça. Comment ça? Oui, après ça, moi-même j'ai senti que je n'ai plus de... sans que le Bokono ait fini, enfin, d'achever les cérémonies, les prescriptions. Ce que j'ai compris plus tard et que je disais même à l'instant, c'est que ce n'était pas, moi je n'étais pas malade. C'était un signe, c'était spirituel au fait, pour que je prenne conscience de ce qui s'était passé. Et puisque cela m'a été révélé,
il fallait quand même qu'il y ait une situation qui crée. Oui, mais vous qui êtes croyant, fils de pasteur, comment vous accueillez cette, je dois dire, cette incursion n'est même pas le mot exact, parce qu'il y a une violence quand même de la pénétration de cette réalité-là dans votre vie, dans votre réalité à vous. Comment est-ce que vous l'accueillez? Alors, le premier accueil pour un jeune en griffe acculturé que je suis, c'est un choc et le déni. Je me dis, mais ça, est-ce que c'est vrai? Je me remets en cause. Si c'est vrai, mais pourquoi on ne m'a jamais parlé de ça? Donc c'est un choc psychologique. Je vous jure que cela m'a arraché des nues. Ah oui? Oui, parce que quand je me couche, je dois cogiter là-dessus. En cherchant, en fouillant dans ma tête des réponses appropriées. C'est avec le temps que moi-même, lorsque je suis entré maintenant dans la presse, en tant que journaliste, je me suis spécialisé en tant que journaliste de culture et religion. J'ai fait d'autres recherches, je fais des interviews. Et c'est de là que moi-même, je découvre beaucoup d'autres choses. Et c'est là maintenant que je réalise que on m'a caché des choses. Comme quoi? On m'a aliéné. Vous voulez parler de la religion de votre papa ou de la religion que vous avez finalement découverte? Je n'ai rien contre la religion de mon papa, qui est déjà la mienne, par naissance. Par héritage. Par héritage. Mais ce que je reproche, c'est quoi? Les missionnaires ont apporté la religion, notamment chrétienne, dans un but donné. Eux, ils voulaient gouverner le monde, donc remplacer partout dans le monde leur culture, leur religion, leur manière de penser, de voir les choses par toutes les cultures autochtones. C'était leur intention. Ce que nous n'avons pas su faire après, quand nous avons obtenu, quand nous avons milité pour avoir les indépendances, c'est de nous asseoir maintenant pour dire voilà ce qu'on avait fait de nous. Maintenant que nous avons le droit, nous avons reconquis le droit de disposer de nous-mêmes, il faudrait que nous réécrivions notre histoire. C'est ce que nous n'avons pas fait. La faute n'est pas forcément dans les religions qu'on nous a imposées. La faute est chez les intellectuels. Voilà. Même sur le plan politique, vous allez constater que nous nous sommes contentés de réjouissance et puis on a reconduit le même ordre colonial. Quand vous prenez l'éducation, la santé, c'est le même ordre que nous avons reconduit. Si bien que certains même étaient tentés, non, ils n'ont même pas tenté, certains même ont affirmé, soutenu que le noir aujourd'hui est devenu le colon pour lui-même. Et ça se vérifie. Les intellectuels n'ont pas pris du recul pour dire voilà. Revenons aux rocos, aux jumeaux, pour être un peu plus précis. Ce sont quand même des enfants à qui l'univers traditionnel endogène accorde des spécificités et surtout des pouvoirs singuliers au-delà ou au-dessus des autres enfants de la fratrie. Est-ce que fondamentalement, avec le recul, vous avez cette impression que c'est des êtres à part, ou ça aurait pu arriver même si c'était un seul enfant qui avait été avorté? Oui, votre question est très pertinente parce qu'elle m'amène, elle pourrait même m'amener à reprendre le livre ici, ce qui est déjà écrit, relaté dans le livre. Mais j'aimerais bien que les Béninois lisent pour comprendre de quoi ils retournent. Parce que la réponse est justement déjà dans l'essai. Alors, lorsque moi, chrétien, à qui on n'a jamais parlé de ces choses, aussi on m'en a parlé, c'est sous l'optique du diabolique. Alors, lorsque moi, je me retrouve sans transition, du jour au lendemain comme ça, face à ce choc-là, ça n'a pas été facile. J'ai vécu la réalité des roros. Ce qu'ils sont, au fond. C'est vrai que j'ai entendu des histoires, mais ce ne sont pas des histoires. C'est vrai.
chez nous, on dit, enfant, on dit, mais les mains des hauts maisons pour un. Bon, le roton de. Il y a un verre de l'eau. Il faut avoir été, enfin, il faut avoir vécu quelque chose pour voilà, vraiment... celui qui n'a jamais connu les mots de vente, là, si on en parle à côté de lui, va penser que... s'imaginer les peines. Voilà. Les Roros, c'est un univers merveilleux. Ah oui. On dit d'eux que ce sont des enfants extraordinaires, exceptionnels. Et capricieux. On dit surtout qu'ils sont des capricieux. Bon, capricieux, ça dépend de la définition qu'on donne aux mots. Parce que vous savez, le dictionnaire français n'a pas souvent des mots appropriés pour traduire nos réalités. Capricieux, moi je peux l'expliquer dans ce sens que ce sont des êtres exigeants. Ce sont des êtres qui n'aiment pas la souillure. Si je vous dis le nombre de fois que moi, leur père, j'ai été châtié, ça va peut-être vous surprendre. Comment ça? Après, vous avez repris commerce avec eux, vous discutez avec eux, oui, de là où ils sont. Ces enfants sont avec moi. Ah, d'accord. Ils sont autour de moi. Okay. Et après, ma femme, même, elle est tombée enceinte, après, bien après. Et c'était la grossesse, c'était encore gémellaire. Cette fois-ci, un garçon et une fille. Dis donc, vous êtes un béni de la malheureusement, nature, hein? Vous faites la grossesse n'est pas allée au terme. Oui. Mais ces 4 enfants, ça fait 2 paires de jumeaux, ces 4 enfants sont avec moi. C'est surtout ça, le pan de l'histoire qui a séduit le professeur Assoba. Parce que moi, je discute avec eux, ils viennent m'alerter sur des situations. Ah bon? Ils me font des révélations. C'est quoi? C'est dans votre sommeil, ils vous parlent? C'est quand vous êtes concentré? Bon, c'est quoi le... Pas devoir d'élégance et de discrétion. Je ne pourrais pas tout étaler ici sur votre plateau. Je voudrais quand même que mes compatriotes lisent l'ouvrage. Les révélations sont déjà rendues publiques, c'est dedans. Mais ce que je peux dire ici, c'est que moi, je discute avec eux. Pas en songe ou en rêve ou autre, non. Et ça ne vous donne pas l'impression de commercer avec le diable comme vous le croyez? Non, c'est là le problème. Quand on a été acculturé et on apprend ces choses, on va penser que celui qui les a vécues et qui en parle, on va le prendre pour un hérétique ou bien quelqu'un qui est déjà devenu païen ou bien quelqu'un qui est en perdition. Ce n'est pas du tout ça. Est-ce qu'il ne se présente pas comme un boulet à vos pieds que vous traînez? Parce qu'en réalité, le monde, c'est vrai, on en dit que le monde il est fait du visible et de l'invisible. Mais les deux sont quand même séparés. Hein? Au départ, nous, dans le visible, on doit vivre notre visible en attendant de les rejoindre dans l'invisible, non? Au départ, il y avait une question que je ne cessais de me poser. Laquelle? Est-ce que c'est le diable qui essaie de me manipuler? À chaque fois, après mes discussions avec les Roros, je me posais à chaque fois cette question. Est-ce que c'est le diable qui essayait de me manipuler? Je m'étais toujours posé cette question. Mais là où mes doutes se sont écroulés, c'est que les jumeaux m'ont dit des choses qui se sont révélées, qui se sont accomplies. Un exemple? Alors, un jour, je suis à Calavi. Maman m'appelle et me dit que papa a perdu son téléphone. Ah, comment ça s'est passé? Tel que les circonstances dans lesquelles le téléphone s'était égaré, ce n'était pas au dehors, c'était dans la maison. Mais la personne qui l'a volé a fait en sorte pour renvoyer le propriétaire pour le mettre sur le piste d'une agression extérieure. Okay. C'est qu'on a défoncé la porte d'une manière que quelqu'un qui vient là, il va penser que des gens sont venus de l'extérieur. Voilà, ils se sont frauduleusement introduits dans la chambre. Alors que ce n'était pas ça. C'était quelqu'un qui était dedans, qui avait opéré le coup. Alors moi, je prends la route, je vais chez eux. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle me redit la même chose. Je dis, ok, je rassemble mes frères, mes petites soeurs, et je leur dis, mais c'est avec vous? Si c'est avec vous, dites-le moi. Je saurai plaider auprès de papa pour que la punition soit adéquate, ne soit pas exagérée. Et puis eux tous m'ont dit, non, ce n'est pas avec nous. Alors, moi je quitte, je retourne à Bomé-Calavi. Et là, les Roros me disent que c'est quand même dans la maison. Et ils m'ont décrit comment ça s'est passé. Dans un rêve?
Je ne peux pas tout dire malheureusement. Il faut bien que vous nous aidiez parce que... Ils m'ont tout décrit. Ah oui. Et là, ils m'ont aussi dit comment le téléphone sera retrouvé. Ils me l'ont dit. Alors là, j'attends et je suis là. Un jour, ma grande soeur va là-bas et celui qui avait pris le téléphone, papa et maman n'étaient pas à la maison. Il manipulait le téléphone et ma grande soeur le surprend. Et elle m'appelle, j'ai dit ok, garde ça, ne dis rien à papa, remets ça tranquillement à maman. Et moi je vais là-bas, je récupère le téléphone. Parce que je sais que papa est très très sévère, notamment surtout sur certaines choses. Et donc, je reprends le téléphone que j'ai gardé, le temps de penser à comment en parler à papa, comment le lui restituer pour que, que la correction qu'il aurait voulu infliger à ce petit-là ne soit pas exagérée. Et pendant ce temps, mes enfants viennent, les roros, ils me disent, ce téléphone-là, il faut vite qu'on le remette. Parce que si vous le gardez avec vous, ce petit qui a fait ça va commettre un autre acte plus grave. Et cette fois-ci, ce serait tellement grave que ça va dépasser le cercle familial. Ils me disent ça. Bon, moi, j'étais vraiment absorbé par le travail, le boulot ici. Donc, j'ai dit d'accord, j'ai compris. Et puis, un jour, c'était un dimanche, et je fais un choc en rentrant. Et quand je suis rentré, ils m'ont dit voilà, que ça c'est le prix de l'entêtement. De vite, il y a des choses sur lesquelles on ne traîne pas, afin que ce ne soit pas trop tard. Et là, je cours pour aller voir mon grand frère, notre grand frère qui est aussi à Bomé-Calavi. Je lui raconte tout et je lui remets le téléphone. Et je lui ai dit, arrivez là-bas, remets ça à papa et dis-lui exactement comment les choses se sont passées. Lui, quand il est allé là-bas, maman, vous savez que nos mamans sont tellement protectrices. Parfois même, on ne les comprend pas. En voulant protéger, elles détruisent. Maman le prend en aparté et lui dit, ah, si on fait ça, papa, et ils ont essayé de créer, de faire un montage pour camoufler comment le téléphone, c'était... Tout ça autour d'un téléphone. Oui. Et quand ils ont fait ça, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc ça fait un. On n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai que l'histoire est intéressante. Ce que je voudrais quand même dire, c'est quand ma femme était enceinte. Elle a accouché il y a bientôt 1 an. C'est autour de cette grossesse que l'expérience avec les jumeaux a été encore plus merveilleuse. Parce que, vous savez, la première grossesse, qui n'est pas allée à son terme, ce sont les jumeaux qui ont révélé ce qui s'était passé. Et après, quand elle était à nouveau enceinte, c'est là que ces jumeaux-là sont venus. La première fois que nous sommes entrés en contact. Et ils m'ont dit, nous sommes là pour aider maman et aussi toi, notre papa, pour que cette grossesse-là aille à son terme, sans anicroche. Ça peut se faire. Oui, et ils me disent ça. Alors je dis, la première interdiction qu'ils ont émise, c'est il ne faudrait pas que les parents soient informés. Ben voilà, donc pendant les 9 mois, aucun de nos 2 parents... Vous avez été courageux, hein? Aucun des parents des 2 côtés n'était informé. Alors, aucun d'eux. C'est vrai que le jour de l'accouchement, tout ce qui allait se passer, moi je savais à l'avance. Point pour point. Point pour point. Ils m'ont tout dit, tout révélé à l'avance. Mais ça s'est bien passé. Et c'est exactement, tout s'était passé comme ça. Peut-être que je viendrai vous voir à la maison pour en apprendre un peu plus sur le secret des jumeaux. J'avais voulu qu'on explore un peu l'univers de fonctionnement de ces jumeaux. Mais voilà, le temps il est parti assez rapidement. Hein. Vous aviez fait 3 contributions dans ce bouquin. Vous aviez écrit sur
sur, je dois dire, la publication du président de l'Assemblée nationale. Là-bas aussi, vous n'êtes pas content du traitement qu'il réserve justement à nos réalités endogènes. C'est vrai qu'on ne va pas en parler de fond en comble. Vous avez fait une contribution aussi liée au 10 janvier. Aujourd'hui, et c'est ma dernière question, hein, le temps de clôturer parce que mon technicien me fait de grands signes. Aujourd'hui, le 10 janvier, a-t-il vraiment un destin encore devant? Quand on voit un peu le traitement que les leaders politiques réservent à ce rendez-vous-là, on peut les voir hein, sur les fronts de toutes les autres fêtes, que ce soit chrétiennes, musulmanes, tout ce que vous voulez. On peut les voir, je dois dire, en scène, entrer en scène, mais jamais quand il s'agit du 10 janvier. Est-ce que véritablement on n'est pas en train d'aller vers, je dois dire, une attitude qui va contribuer au déclin, à la disparition de ce 10 janvier-là concrètement? Non, le 10 janvier ne va pas disparaître. Parce que moi, j'ai l'impression que le vrai sens même du 10 janvier nous échappe encore. Le vrai sens du 10 janvier, ce n'est pas le folklore, ce n'est pas le spectacle, ce n'est pas uniquement ça. Le vrai sens du 10 janvier, c'est la problématique de la reconquête de nous-mêmes. Si mes parents m'avaient parlé des roros, ils m'avaient parlé de façon équilibrée, le pour, c'est-à-dire le négatif et le positif, j'aurais un mental équilibré. Mais tout le temps, on m'a parlé rien que du négatif qu'il y a autour du vaudou. Vous avez la chance aujourd'hui de faire désormais votre propre examen. Voilà. Donc, la problématique derrière le 10 janvier, c'est la reconquête de nous-mêmes. Le colon a dit que nous n'avons pas de culture, nous n'avons pas de raison. Nous ne sommes pas sensibles au beau. Et donc, cette date du 10 janvier là, nous rappelle que maintenant nous avons la possibilité de dire ce que nous sommes nous-mêmes, d'écrire ce que nous sommes nous-mêmes. Si ce qu'on a fait de nous, nous ne sommes pas contents de cela. C'est ça. Et donc, ce qui se passe généralement avec les intellectuels dont vous avez parlé, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont été... D'abord, ils sont les plus atteints par l'assimilation. Ce n'est pas moi qui le dis, et ce n'est pas de l'insulte. C'est Cheikh Anta Diop qui le dit. Il dit que les intellectuels qu'il appelle, il les classe dans la catégorie du cosmopolite scientiste. Il dit que ce sont ceux-là qui sont les plus atteints par l'assimilation. Et donc, quand ils écrivent, quand ils parlent, c'est qu'ils ne font en réalité que répéter le discours dégradant, péjoratif, que les missionnaires, que le colon a laissé sur nous-mêmes. Les rares personnalités intellectuelles qui ont pris l'audace, qui ont dit « Ah non, ça, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas vrai que nous n'avons pas une culture. » Ce qui est, après tout, l'homme a vécu ici pendant 130 000 ans avant de migrer ailleurs. Donc ce n'est pas vrai que pendant 130 000 ans, il n'ait rien laissé. Donc, ceux-là, ils nous rappellent aujourd'hui que le vrai sens du 10 janvier, c'est dans nos cœurs. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Bonaventure Agbon. Je rappelle que vous êtes contributeur à cet ouvrage qui est un essai sur le 10 janvier, qui a été initié par Corvi Raymond Asogba, docteur, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, au département de sociologie et anthropologie. Il a même créé un département de biologie. Non, voilà, pas encore créé. C'est pas encore créé. En perspective. Ok, d'accord, dans la démarche. En tout cas, du courage à vous. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la reconquête de nous-mêmes. C'est ce que vous avez dit. Et bonne chance. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. On vous a plongé dans un univers assez singulier aujourd'hui. On a parlé des Woko, on a parlé des jumeaux évidemment. On a partagé l'expérience de Bonaventure Agbon, de sa perception de ces réalités-là. Lui qui était chrétien au départ, fils de pasteur, je crois qu'il a une nouvelle philosophie désormais de ces réalités-là. Merci de nous avoir suivis. Vous passez un excellent week-end. On va se voir samedi prochain à partir de 11h30. Portez-vous bien.